Merci, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, mesdames. Bien, lorsque les responsables de ce séminaire m'ont demandé de parler des ressources en eau souterraines entre le Rhône et les Pyrénées, j'avoue que j'ai chancelé. Pourtant, je disposais à l'époque, je dispose toujours d'ailleurs, de beaucoup de documents. Le premier étant l'atlas hydrogéologique qui a été fait par la SAFER en 1970 sur toutes les ressources en eau souterraines du Languedoc-Roussillon, plus de thèses, plus mon expérience personnelle. Alors, que vous dire? Comment m'y prendre? Eh bien, comment m'y prendre? Grâce à vous, j'ai trouvé quelque chose, je vais vous le soumettre et vous allez me dire après ce que vous en pensez, si je vous ai convaincu. La première chose à voir, c'est que quand je travaille sur le terrain, quand je travaille dans l'Aude, quand je travaille dans l'Hérault, quand je travaille ailleurs, je vois des unités. Mais en fait, je vois des morceaux. Je vois la plaine du Roussillon, je vois les Corbières. Mais tout ça, c'est faux. De moins, c'est fragmentaire. En fait, grâce à vous, j'ai pu découvrir qu'il existait, alors je ne sais pas comment on trace, il existait une bande continue d'aquifères situés entre le golfe du Lion, la base du Massif central, constituant des bandes continues qui figurent sur ce dessin. En rouge, par exemple, vous avez les aquifères, et je vais prononcer un mot très important pour la suite, les aquifères renouvelables qui sont situés dans les schistes, les granites, d'où vous partez de l'est, vous allez au sud-ouest, vous avez les Gouelles, vous avez les Cévennes, vous avez la Montagne Noire, vous avez le Moutoumet, vous avez les Alberts et vous avez le Canigou. Bien, ça forme la première ceinture rouge constituée par des roches fissurées susceptibles de contenir de l'eau et c'est une région où il y a des aquifères. Alors vous allez dire, c'est bien beau ça, vous êtes prof, vous racontez des histoires. Non, la preuve c'est que chaque fois qu'on a fait des forages là, on a trouvé de l'eau. Je vous expliquerai après comment il faut faire le forage. La deuxième ceinture qui recouvre tout cet ensemble, c'est l'ensemble bleu qui est là. Et qu'est-ce que c'est l'ensemble bleu? Ce sont les massifs calcaires. Et ces massifs calcaires, ils démarrent où? Ils démarrent dans le Gard. C'est la garrigue du Gard. C'est ensuite la région de Montpellier. C'est ensuite la région aussi de Narbonne, puis les Corbières. C'est un second grand réservoir. Et celui-là, ce réservoir, il contient de l'eau renouvelable, ça c'est important, avec de très fortes quantités. Et puis en jaune, à la périphérie, presque au contact, pas presque, au contact de la Méditerranée, vous avez une bande jaune. Et cette bande jaune, ce sont des terrains de l'ère tertiaire, c'est des sables, des graviers. Alors je vais partir du Roussillon, vous avez le Roussillon, la plaine d'Arborne, vous avez la région languedocienne et vous avez les costières qui sont situées dans le Gard. Et là, je n'avais jamais vu. Alors grâce à vous, j'ai pu voir qu'il y avait ces trois zones qui étaient superposées, qui sont là. Et alors pourquoi je ne l'ai jamais vu? Et pourquoi on ne sait pas? Parce que tout ça, en fait, ces réservoirs qui sont comme des assiettes empilées les unes au-dessus des autres, en fait, elles ont été découpées par l'érosion. Chaque fleuve en a découpé un morceau. L'Hérault, le Gardon, on a découpé un morceau. L'Hérault, on a découpé un morceau. L'Orbe, on a découpé un morceau. Alors chez nous, dans les Pyrénées-Orientales, alors c'est fragmenté par la glie, par la tête, etc. Et c'est ça qui est important. Alors quelles sont les propriétés de ces roches? Bien, vous allez avoir, pour que l'eau puisse être contenue sous terre, il faut qu'elle est vide. Si vous avez un bloc, il n'y a pas d'eau. Alors, dans le granit et les schistes périphériques, on appelle ça des aquifères de fissure. C'est-à-dire la roche a été cassée par des mouvements géologiques et là-dedans, vous avez des fissures. Et quand il pleut, ça se remplit d'eau. C'est de l'eau renouvelable, mais il n'y en a pas de très grosse quantité. Par contre, dans le massif calcaire bleu que vous avez vu tout à l'heure, des Corbières, etc., alors là, il y a beaucoup de cassures, il y a beaucoup de vide, il y a beaucoup d'eau. La preuve, c'est que si vous allez d'est en ouest, vous avez la fontaine de Nîmes, vous avez Sanka, vous avez ensuite, je saute carrément dans le Roussillon, vous avez La Palme, si vous voulez, et puis ensuite vous avez Fontenay-Stramar, Fondane. Ce sont les plus grosses sources de la façade méditerranéenne. Je répète,
la plus grosse source à la façade méditerranéenne est à Fontestraman, à Fondam. Et pourquoi il y a de l'eau? Pourquoi il sort tant d'eau? Ben, c'est parce que le réservoir est plein d'eau. Et là, c'est de l'eau renouvelable. Et là, ça doit être l'objectif principal. Et puis ensuite, bien, vous aviez l'auréole que je vous ai fait voir tout à l'heure, qui était jaune, je crois me rappeler. Et cette-là, ce sont des alluvions, des sables. Mais là, l'eau n'est pas renouvelable. Et ça, c'est important. Parce que, par exemple, en Roussillon, tous les fourrages agricoles sont interdits dans la plaine du Roussillon parce qu'on exploite une réserve d'eau non renouvelable. Mais je sais qu'on va en parler. Alors, comment circule l'eau là-dedans? Ben, dans le granit, je viens de vous le dire, par des fissures, par des vides, vous les voyez ici sur ce dessin. Parfois, la pression est telle que l'eau jaillit. Le monsieur qui est à droite, là, c'est M. Martin, vous avez peut-être entendu parler. Ce M. Martin fait faire un forage aux angles et l'eau jaillissait avec un débit naturel, artésien, de 20 mètres cubes d'eau. 20 mètres cubes, il jaillissait, même plus que ça, que je raconte, il jaillissait 120 mètres cubes d'eau à l'heure de ce forage et l'eau était artésienne. Vous voyez, elle montait à cette hauteur. Dans les calcaires, alors là, il y a une erreur de raisonnement extraordinaire, c'est qu'on raisonne toujours sur la présence de l'eau dans le calcaire en se référant aux grands cosses. Et il n'y a pas de grandes réserves d'eau dans les grands cosses. Je connais, j'ai fait ma thèse là-dessus. Le seul endroit où j'allais trouver, c'est pour la cavalerie, mais c'était dans une structure particulière. Mais par contre, dans les corbières, les massifs languedociens calcaires, la clappe, etc., tout ça est brisé, cassé. L'érosion a eu des effets formidables. Et quand la roche est plissée, et les calcaires, par exemple, des corbières, je parle de cela parce qu'il connaît bien, descendent jusqu'à 1000 mètres de profondeur en dessous du niveau du sol. Ça fait donc 1000 mètres de réservoirs fissurés, karstifiés, susceptibles de contenir de l'eau. Alors là, il faudrait peut-être qu'un jour, on en parle, mais peut-être, excusez mon enthousiasme, mais je continue, malgré l'âge, à faire ça. Alors comment circule l'eau? Dans les alluvions, les sables, elles circulent très, très lentement. Elle n'est pas renouvelable. Une goutte d'eau va mettre beaucoup de temps. Et je vous expliquerai qu'on peut dater l'eau. Dans les massifs, alors on a des moyens, comment on va récupérer tout ça? Eh bien, on a des moyens techniques, maintenant, modernes, de récupérer ça. On a les études classiques du géologue qui va déterminer l'endroit, parce qu'à un moment donné, il va bien falloir déterminer l'endroit où on va faire. Moi, quand je vais chez quelqu'un qui me le demande, de faire un trou de 120 mm de diamètre dans une montagne pour trouver de l'eau. Bon, imaginez que sur le plafond, il y a quelqu'un qui veut y attraper, ben, il n'y en a pas, mon verre d'eau qui est là-bas. Hein. Il faut quand même un petit peu réfléchir. Alors on a les moyens modernes. On a la gravimétrie, on a les sondages électriques, mais tout ça, vous avez sans doute entendu parler. Et puis, le problème, et je l'ai soulevé tout à l'heure, l'eau est-elle renouvelable ou pas renouvelable? Ah, alors comment on va savoir ça? Ben, on va dater l'eau. La première datation de l'eau dans le Languedoc a été faite par le Rotary, à qui j'ai déjà fait une conférence. Et bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? J'ai dit dater l'eau. Bon, ils ont atterri. Bon, on a daté l'eau du Roussillon, et ailleurs c'est pareil, en cherchant des traceurs. Les traceurs, il y a des traceurs isotopiques. Le plus ancien, c'est le carbone 14. Le plus récent, ce sont ceux qui sont mis en place par les hommes. Il y a eu, au cours des bombes atomiques, le tritium qui a été mis en place. Bon, il n'y a plus de bombes atomiques, le tritium a disparu. Et puis surtout maintenant, alors, c'est une catastrophe, et très bien, il y a le CFC, le carbone-fluocarbone. Il y en a partout. Mais il n'y en a que depuis 50 ans. Ce qui fait que lorsque vous cherchez, vous voulez dater une eau, vous cherchez s'il y a du CFC. S'il y a du CFC, ça veut dire que c'est une eau récente, qui est renouvelable, et donc il va falloir faire attention. Mais en fait de compte, dans tout ça, c'est toujours les foreurs qui ont la réponse, parce qu'à un moment donné, il va falloir faire un trou, et on va voir s'il y a de l'eau, s'il n'y a pas d'eau. Et maintenant, j'aimerais pouvoir répondre, si vous avez, à vos questions.